sommes heureux de vous recevoir, de vous revoir ici à Sontexpo sur le plateau TV FHP Direct et nous recevons la députée Stéphanie Rist. Bonjour madame, vous êtes députée du Loiret. Du Loiret. De Loiret, le centre de la France quasiment. Exactement. Et alors nous sommes très heureux de vous recevoir, d'abord parce que vous êtes une grande spécialiste des questions de santé, vous êtes médecin. Rhumatologue, oui. Vous êtes lundi matin. Le lundi matin. Et le reste du temps, vous êtes à l'Assemblée nationale et vous défendez plusieurs grands textes de la santé. Donc on vous a beaucoup vu sur le PLFSS. Mais également, on va parler de cette PPL. Vous allez nous expliquer un petit peu de manière pédagogique ce que c'est, qui d'ailleurs a pris votre nom, la PPL Rist, avec des tas de sujets, l'intérim médical, mais aussi l'accès direct aux professionnels de santé, la formation des professionnels, tout comme médecin que vous êtes, vous intéressez beaucoup aux soignants. Nous allons parler de tout cela et puis on va parler d'une manière générale de la santé. Première quand même question, la situation à la fois évidemment épidémique, nous venons de recevoir le professeur Alain Fischer, quand l'on est parlementaire comme vous l'êtes, comment on regarde cette situation, et puis l'ambiance dans les établissements de soins, dans les hôpitaux mais dans les cliniques aussi. C'est pas toujours parfait, hein, ça se tend, on le sent. Quel est votre diagnostic, docteur? L'ambiance, elle est en libéral aussi d'ailleurs. Hein. Elle est difficile, mais finalement dans tous les corps de métier, autres que la santé, c'est pareil. Quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, et la reprise après cette crise, elle a interrogé chacun d'entre nous sur ses volontés de futur et la reprise économique est très bonne et on peut s'en féliciter. Mais la reprise dans l'ambiance est difficile et on l'a beaucoup entendu pour les établissements de santé. Les équipes sont fatiguées et c'est vrai. Il y a des départs. Finalement, pas autant que ce qu'on pourrait dire dans les départs, mais donc il reste des équipes fatiguées à qui il va falloir redonner du sens pour le soin. Oui, est-ce que c'est fatigué, ce qui est probablement le cas pour celles et ceux qui ont été vraiment au front? Enfin, tout le monde ne l'a pas été non plus dans les établissements de santé, mais c'est probablement une question peut-être de sens, effectivement, comme vous le dites, en tout cas de perspective, de lassitude, j'allais dire générale, moins de peut-être fatigue physique que de fatigue psychologique, non? Oui, il y avait déjà, avant la crise, dans les établissements de santé, cette perte de sens, alors qu'on utilise à tout va, mais en tout cas, des équipes qui s'éloignaient du sens de métier premier. Et donc la crise, évidemment, n'a pas arrangé cette situation. Donc il va falloir redonner une vision, du sens et de l'optimisme aussi, parce que les discours qu'on entend beaucoup sont plutôt pessimistes. Alors il faut aussi redonner de l'optimisme. Vous la sentez, cette déception, peut-être chez les médecins, mais surtout chez les soignants, vous-même? Moi, ce que je vois quand je vais le lundi à l'hôpital, ce que je vois, c'est des équipes qui continuent à s'occuper des gens, à les soigner correctement et à être motivées et à avoir des idées. Et je vois beaucoup d'équipes qui ont des projets et qui ont envie de les porter. Donc c'est plus une attente sur cette volonté de faire avancer leurs projets. Je voudrais vous parler alors d'abord des soignants et des médecins, mais aussi des soignants eux-mêmes. Alors avec cet accès direct, par exemple, que vous avez d'ailleurs dans votre PPL. Hein, dans le PLFSS, là, on a mis, par amendement, j'ai porté l'accès direct aux kinésithérapeutes et orthophonistes pour 6 départements dans le cadre d'une expérimentation. Pour permettre 2 choses. La première, c'est que dans les territoires où la démographie médicale est faible, on a des patients qui ont des pertes de chance parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès au kiné, par exemple, rapidement. Donc c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est qu'il me paraît très important de faire évoluer les métiers. Faut faire évoluer nos métiers de la santé qui, ces 30-40 dernières années, ont très peu évolué. Il faut les faire évoluer pour permettre cette attractivité dont on parle beaucoup et aussi pour faire face à la démographie vieillissante qui arrive, et vous savez très bien, avec des chiffres impressionnants dans les années qui viennent de vieillissement de la population dont il va falloir s'occuper. Donc il est important dès maintenant de faire évoluer les métiers de la santé pour être attractif et pour répondre aux besoins. Stéphanie Rist, qu'est-ce que vous répondez aux médecins, les jeunes d'ailleurs, ça c'est curieux, mais enfin bon, en tout cas les jeunes, qui ne sont pas satisfaits, notamment quand ils sont ophtalmologistes, de voir qu'il y a un accès
directe, en tout cas au moins pour certains actes, lunettes, lentilles de contact par exemple avec les orthoptistes, ou alors comme vous l'avez cité dans d'autres professions, qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, moi sur mon territoire, je suis en région centre, hein, la région la plus faible en démographie médicale, ces sujets, ils ne viennent pas. L'accès direct kiné, les médecins l'attendent. Les coopérations entre professionnels, ils l'attendent encore plus. C'est pour ça que dans la proposition de loi que j'avais faite, qui est maintenant une loi, on a simplifié les protocoles de coopération. Ça dépend aussi des territoires, ça dépend des postures, on les connaît, les postures, et puis peut-être aussi un sujet de rémunération des professionnels. Et je crois qu'il faut détacher ces deux sujets. Il y a un sujet de rémunération et un sujet de délégation de tâches, de partage des compétences et d'évolution des métiers. Et si on ne détache pas ces deux sujets, on aura du mal à avancer et du mal à faire face aux besoins qui vont arriver dans les années qui viennent. Alors il y a quand même, tout le monde est d'accord, un manque important, criant, mais enfin bon, important, notamment de soignants, d'infirmiers, 100 000, 130 000, enfin bon, les chiffres qui courent, mais peut-être encore plus fortement de formation de ces soignants. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je crois qu'il y a urgence. Il y a urgence à comprendre que on manque actuellement d'infirmières. Hein. Il y a un nombre de lits fermés dans les établissements qui peut être important, plus ou moins selon les régions, puisque les infirmières c'est les régions qui ont la compétence pour le nombre de formations d'infirmières. Chez moi, on a fermé, à Orléans, l'hôpital d'Orléans, c'est plus de 100 lits fermés parce qu'on manque d'infirmières. Et ça, c'est aujourd'hui, alors qu'on sait que dans 3 ans, 5 ans, le pic de vieillissement arrive. Il va falloir dès maintenant accepter de former beaucoup plus de professionnels, notamment des infirmières. Les infirmières, pour moi, c'est un métier très socle de la santé qui permettrait en ville et à l'hôpital, avec des formations, on sait, on avance maintenant sur les infirmières de pratique avancée, avec des formations, de pouvoir prendre en charge la démographie vieillissante qui arrive dans les années qui viennent. Est-ce que les mesures que vous prenez, vous, là, actuellement, c'est-à-dire vous êtes un parlementaire de la majorité, est-ce qu'elles seront suffisantes? Alors, on a arrêté enfin le numerus clausus. Alors oui, il fallait le faire il y a 20 ans, mais voilà, enfin, il n'y a plus de numerus clausus. Donc, pour la formation des médecins, on va pouvoir former plus. On estime à plus de 20% d'augmentation du nombre de médecins. Malgré tout, je ne crois pas que ça sera suffisant dans 10 ans, 15 ans, avec le vieillissement de la population. Donc oui, il faut former plus, notamment d'infirmières. Et ça, c'est une compétence des régions. Donc la parlementaire que je suis ne peut pas mettre dans la loi d'augmenter la formation, le nombre d'infirmières formées. Ah bon, l'État n'a pas le ministère, le MESRI Si, parce que c'est en discussion, notamment avec les ARS. Oui, quand même, on peut, mais c'est un dialogue qui doit se faire avec la région. Oui, et comment on fait pour trouver 130 000 embauchés, a dit le président de la Fédération hospitalière de France, ou former plusieurs dizaines de milliers d'infirmiers, parce que le chiffre n'était pas très clair. Mais enfin, sur Parcoursup, la première formation choisie, c'est infirmière. Donc ça veut dire qu'il y a des étudiants, des lycéens ont envie de devenir infirmier, infirmière. Et une fois qu'ils le sont, pour autant, c'est pas sûr qu'il leur reste. Oui, il y a du travail à faire sur pourquoi un certain pourcentage arrête pendant les études et pourquoi. Et ça, on a travaillé, notamment avec le Ségur, à faire des métiers attractifs financièrement, mais aussi, je crois qu'une grande partie de l'attractivité est sur l'évolution des compétences. Oui, notre excellent confrère Le Quotidien du médecin titrait récemment l'Assemblée nationale déshabille les médecins et la profession voit rouge. Vous êtes d'accord? Ils ont raison de voir rouge ou pas? Mais je crois encore une fois qu'il faut poser clairement la question des rémunérations, de la rémunération. Moi, je crois qu'un généraliste n'est pas assez payé quand il fait 3/4 d'heure de consultation avec une personne âgée, compliquée. Voilà. Donc je crois qu'il faut vraiment détacher la rémunération des professionnels, et il y a des combats à avoir, de l'évolution des métiers. C'est pas normal que le métier de médecin soit le seul métier qui existe et qui n'ait pas évolué dans sa délégation de tâches. Voilà. Il pourrait y avoir une remise en cause enfin, ça repart cette histoire avant les élections présidentielles d'obliger les médecins à s'installer, au moins au début. Qu'est-ce que, définitivement, votre position? J'espère que dans la campagne, ça ne sera pas en tout cas le seul sujet de santé de la campagne. Je crains que ça puisse l'être. Mais... Alors, je voulais vous poser la question après, mais est-ce que... Non, mais je vous en prie.
Non, mais on entend ça, c'est-à-dire que moi, dans ma permanence, j'ai pas une semaine où des gens viennent pas me voir en me disant vous devez faire obliger les médecins à s'installer. Personnellement, je crois que c'est pas la solution miracle du tout, parce que on n'a pas formé assez de médecins pour répondre aux problèmes, même si on les obligeait à s'installer. Moi, ma région, elle forme 2 fois moins de médecins que les autres régions. Donc, même si vous obligez les gens qui ont fait leurs études dans ma région à s'installer, j'aurai toujours 2 fois moins de médecins que les autres régions. Donc, je crois que l'obligation d'installation des médecins, elle a un sens quand il y a trop de médecins, quand il y en a beaucoup et qu'il n'y en a pas assez. Donc voilà, et j'espère que dans la campagne, la santé, au sens large, pas que l'hôpital, parce qu'on voit bien que les difficultés des établissements de santé, elles sont en rapport avec la ville, qui se porte pour certains secteurs pas mieux. Donc j'espère que dans la campagne, il y aura les sujets santé au sens large du système de santé. Vous avez reçu tout à l'heure sur la santé publique. C'est un enjeu aussi pour moi de la santé de demain. Et est-ce que la santé sera vraiment un des sujets, à votre avis, de la campagne présidentielle ? Moi, je le souhaite, je crois, comme beaucoup ici. Je crains que malheureusement, même si la santé est un des sujets que les gens mettent dans les 3-4 premiers thèmes importants, alors la crise a probablement favorisé ça, mais c'est un sujet compliqué, politiquement compliqué, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, pas de solution miracle. Donc je ne sais pas si ça sera porté dans la campagne, je le souhaite. Sur les conditions de travail, donc on disait qu'effectivement il y avait là aussi pas mal de contestations. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de différence fondamentale selon les types d'établissements. Il y a souvent, d'ailleurs, l'étude, je me réfère à une étude récente assez complète de l'adresse, où on voit que l'on met en évidence des difficultés dans les établissements, les horaires atypiques, les horaires difficiles, les gardes, des heures supplémentaires, des contraintes physiques, enfin chez les soignants. Ça, c'est des choses dont vous prenez, vous, également, vous avez conscience en tant que parlementaire, mais aussi soignant. Oui. En tant que parlementaire, on en a pris conscience, et avec le Ségur et les mesures législatives qui ont suivi du Ségur, d'une part avec les revalorisations salariales, c'est 10 milliards d'euros dans les PLFSS que nous avons votés de revalorisation salariale, c'est 19 milliards pour l'investissement, mais c'est aussi, et ça se retrouvait dans la loi que j'avais pu porter et voter au mois d'avril, sur la gouvernance de l'hôpital, en remettant le service comme unité importante, en redonnant plus de pouvoir aux médecins, de la valorisation de ces équipes médicales dont on a vu que quand elles s'entendaient avec les directions, elles pouvaient faire des choses très intéressantes, notamment lors du Covid. Donc oui, on en a pris acte de cette nécessité d'améliorer la vie. Mais là où vous avez raison, c'est que je crois qu'il faut travailler davantage sur les horaires décalés. Et c'est un sujet qui n'est, à mon sens, pas que dans la santé. On voit bien que d'autres métiers, complètement en dehors du domaine de la santé, quand il faut travailler à horaires décalés ou le week-end, on a du mal à être attractif sur ces métiers. Donc je crois que c'est un débat aussi de société, de réfléchir, d'innover à de nouvelles organisations pour que ce travail en horaire qui soit décalé soit acceptable par les générations qui arrivent. Voilà, il y aura sans doute un débat, comme on les aime dans notre vie politique française, sur la décentralisation, la régionalisation, le rôle de l'État, etc. Alors, il y a une loi qui est portée, je crois, par la ministre Madame Jacqueline Gouraud. La loi 4D, différenciation, décentralisation, déconcentration. Bon, c'est pas une très grande loi d'ampleur, si. Alors c'est une énorme loi qui touche à peu près un peu la santé, mais pas beaucoup. Tous les sujets, un petit peu la santé. Ouais. Et quand même un article intéressant qui propose que les élus des régions interviennent dans le conseil de surveillance des ARS, donc un poids plus territorialisé de ces agences et des élus pour permettre une cohérence territoriale. Donc c'est quand même intéressant. Et le rapport, je recevrai d'ailleurs les auteurs du rapport, Jean-Carl Grelier et Madame Firmin Baudot, sur les agences régionales et les agences régionales de santé, leur organisation. Ça vous a intéressé à le lire? Quelle est votre position sur l'évolution de ces ARS? D'ailleurs, j'ai reçu ici même ce matin le directeur régional
de Nouvelle-Aquitaine. Je crois que sur ce sujet, mais comme en fait sur les autres, je crois que ce qu'il faut qu'on pose, c'est pas les outils, mais c'est le projet médical vis-à-vis d'une population, notamment qui vieillit. C'est comment on veut soigner les gens demain. Et après, on utilise les outils autour. Et pour moi, les agences régionales de santé peuvent être un outil efficace. Mais d'abord, posons-nous la question de comment demain on soigne les gens. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous voir. Stéphanie Rist, en tout cas, nous avons été très heureux. Et cet entretien clôt notre journée de ce le premier jour, première journée de Sontexpo, ici, 2021. Et nous avons été très heureux de terminer avec vous comme il se devait. Merci Stéphanie Rist et à demain.